Chers amis, bonsoir. C'est toujours pour moi un immense plaisir et un privilège de vous retrouver pour notre rendez-vous habituel Culture, l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous. Ce soir, nous allons explorer l'imaginaire en mots et en couleurs, que ce soit à l'heure du bilan, lorsqu'on regarde sa vie derrière soi et qu'on se dit qu'en ai-je fait, ou que ce soit au contraire un jeu de contrepoint. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mes chers invités. Tout d'abord, je vous présente Madame Radia Gougarou-Desli. Madame Rodesli, bonsoir. Bonsoir, Rostom Jawatouati. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Merci pour l'invitation, très contente d'être là. Merci à vous. Merci à vous de l'honorer. Vous êtes écrivain, conteuse, artiste peintre. Vous avez publié Le Fnir, premier roman en Darija, puisque vous redonnez ou donnez ces lettres de noblesse à la Darija en 2019. Moulet al-Khalkhal, un recueil de nouvelles lui aussi en Darija. Lalla Zhira, un recueil poétique en Zajel sur le patrimoine constantinois. Vous allez nous en dire plus sur le Zajel. Klam al-Shajrat Salam, un recueil poétique lui aussi. Dal Bhar, idem. Et grande première en Algérie, vous avez traduit un roman d'Hemingway, Cheikh al-Bahar, le vieil homme et la mer, en algérien, en Darija. On va parler de tout cela avec votre aimable concours. Merci encore d'être parmi nous. Merci à vous. J'ai aussi l'immense plaisir de vous présenter Madame Jamila Lounis Belhadj. Madame Belhadj, bonsoir. Bonsoir Rostom. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est un grand plaisir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est un honneur de vous recevoir parmi nous. Vous êtes enseignante à la retraite, écrivain. J'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir pour Les Contes de ma grand-mère, un grand succès de librairie, d'ailleurs qui a été réédité récemment. Et ce soir, nous allons examiner ensemble Aurais-je été mauvais mari et mauvais père, votre tout dernier roman paru à l'occasion du SILA 2024. Merci d'être parmi nous. C'est un grand plaisir et c'est moi qui vous remercie. C'est nous qui vous remercions de nous honorer de votre présence. Merci. Si vous permettez, on va se tourner vers Madame Radia Gougarou-Desli et cette trouvaille, à savoir la traduction du fameux roman d'Hemingway, Le vieil homme et la mer, en algérien. D'abord, pour cette approche inédite, pourquoi avoir choisi Hemingway déjà? Alors déjà, pourquoi le choix de Ernest Hemingway? Déjà par rapport au style. Le style, il est direct, le plus simple possible, des phrases courtes, sans fioriture, un vocabulaire accessible, sans emphase. Et le style, dans la majorité du récit, est un monologue. Le vieux se parle à lui-même et parfois on est confronté à des instants de silence et une multitude de tâches terre à terre où on suit le repas du vieux, où il se blesse la main, il se soigne la main, où il se cale le dos avec sa barque. Et ce style-là, Hemingway l'a voulu afin de s'adresser à ses lecteurs en s'adressant directement à leur cœur et non pas à leur tête. Et au-delà de ce style extérieur, il y a une profondeur qui se cache dans le roman, un aspect philosophique. Et Hemingway lui-même l'a expliqué, il lui a donné le nom de la théorie de l'iceberg. Tout à fait. Voilà, donc la théorie de l'iceberg, c'est-à-dire c'est présenter à ses lecteurs une histoire émergée, simple, c'est-à-dire directe et fusionnelle, et sans emphase, mais qui cache dans sa profondeur une richesse insoupçonnée. Et ce style-là, moi, ça m'a complètement séduite et je ne suis pas restée insensible à ça puisque ça me fait rappeler ce que j'écris dans mes écrits à moi, dans les histoires Nfisa Wawisha, Moulet al-Khalkhal, c'est-à-dire de présenter au lecteur une histoire émergée simple et directe, mais qui a un aspect profond philosophique
et où on incite le lecteur à une certaine cogitation, une certaine réflexion afin de déceler tout le sens et l'aspect profond caché derrière. Et donc on peut soutirer beaucoup de choses, beaucoup de morale dans l'histoire, beaucoup de leçons de vie. Et c'est vrai que ça donne du coup un récit de sens. Et s'il n'y avait pas, si j'ai pas choisi Ernest Hemingway, j'aurais choisi peut-être Le Petit Prince, parce que c'est vrai aussi qu'il est dans ce style-là de Saint-Exupéry. Il a déjà été traduit en langue algérienne. S'il n'avait pas été traduit en langue algérienne, j'aurais commencé par ça. Donc par la suite, j'ai choisi Ernest Hemingway. Saint-Exupéry, c'est vrai aussi dans l'histoire. Saint-Exupéry, il a écrit dans l'aspect extérieur une histoire adressée pour les enfants, oui. Mais en fait, il a écrit une parabole pour adultes. Tout à fait. Et ça s'adresse beaucoup plus à la partie enfantine dans chacun de nous, dans chaque adulte, plus qu'aux enfants. Et donc, voilà, c'est ce qui fait, à mon avis, tout le génie de l'histoire. Et c'est ce qui lui a valu le prix Nobel de la littérature en 1954. Et donc, c'est une sorte, je dirais, une intelligence émotionnelle qu'on ne peut pas rester insensible à ça. Voilà. Cette double dimension, elle se reflète déjà dans la couverture de votre roman, couverture que vous avez réalisée vous-même d'ailleurs, puisque vous êtes artiste peintre. Oui. Alors la couverture, c'est toute... il y a beaucoup à dire. Oui, il y a une grande symbolique. J'aurais voulu ramener avec moi le tableau, c'est de la peinture acrylique sur toile. Ça symbolise en fait, ça résume l'histoire dans son aspect extérieur et l'aspect profond. Et c'est ça, donc j'ai mis cette partie des profondeurs des abysses, c'est pour référer à la partie profonde présente dans le récit. Et donc on a là dans l'aspect visuel le vieux dans sa barque avec un chapeau, il se couvre la tête pour du soleil. Et dans sa réflexion, on a plutôt un jeune, et en fait, ça exprime, j'ai voulu démontrer par ceci la profondeur de la volonté. C'est le titre que j'ai donné au tableau, la force de la volonté. Parce que en lisant le roman, ce qu'on va découvrir, c'est que Hemingway, plutôt c'est Santiago, le vieux, le vieil homme, oui. Le personnage, au-delà de sa force physique, on retrouve une force mentale, une force et la force d'esprit qui est vraiment très imposante, et c'est ce qu'on découvre à chaque fois dans le récit. Et donc c'est ce que j'ai voulu exprimer à travers cette toile en mettant la réflexion d'un jeune. C'est la force qu'on a à l'intérieur de chacun de nous, et cette force-là, elle reste jeune. C'est-à-dire au-delà de l'aspect physique d'un vieux qui est peut-être fatigué, qui se retrouve dans des conditions où il se retrouve seul au milieu des flots, combattant le marlin contre la fatigue, contre les requins, contre la soif, c'est-à-dire beaucoup de choses. Il a cette force d'esprit qui est très très puissante, et donc et quand on retrouve cette force d'esprit, du coup, on peut avoir une deuxième lecture, on peut décrocher la lune et s'élever jusqu'au ciel. Donc, on a une double lecture. C'est-à-dire, dès qu'on est saisi par cette force, là, on peut décrocher la ligne. Là, c'est bon, on peut y aller. C'est-à-dire, rien ne nous arrête. Transcende, oui. Voilà, on transcende vers d'autres cieux et on peut décrocher la lune. C'est pour ça que j'ai mis dans la même axialité, en fait, la réflexion du soleil et la lune.
Et aussi, par rapport aux écumes, les écumes, ça peut représenter aussi les bulles de la vie, les événements qu'on rencontre au quotidiennement dans notre vie. Et aussi, ça peut représenter les étoiles et qui donnent aussi un sens, une symbolique de l'espoir. Parce que Santiago, dès qu'il voit la projection de Havana, il regarde les étoiles se refléter dans l'océan. Là, il dit, voilà, je suis sauvé. Donc, ça symbolise l'espoir. Et donc, on a cette double lecture et on a plusieurs aussi aspects, puisqu'on a, on a 3 niveaux de 7 cm. Un avant, un pendant et un après. Et toute notre vie, elle est coordonnée comme ça. C'est-à-dire on a un passé, un futur, un présent et un futur. Et on a tous les éléments. On a le ciel, le soleil, un pied-terre. Le premier navire, ça réfère à l'Arche de Noé, qui est le premier pied-terre de l'homme. Après, on a l'eau. C'est-à-dire que c'est vraiment une vision holiste, globale. Voilà, et profonde, et qui exprime le côté ésotérique qu'on retrouve dans le récit de Ernest Hemingway, dans Le vieil homme et la mer. On va explorer plus avant ce récit. Cependant, si vous permettez, on va s'intéresser à un autre vieil homme qui, au crépuscule de sa vie, lui aussi va plonger dans les abîmes de son passé, mais aussi les abîmes de sa psyché, à savoir Smaïl Arzaz, dans le roman de Jamila Lounis Belhadj, Aurais-je été mauvais mari et mauvais père, où vous nous présentez un personnage, justement, en pleine vieillesse, et qui revient sur son passé et qui se pose cette question, aurais-je été mauvais mari et mauvais père? Qui est donc ce personnage et comment a-t-il rencontré Dacine? Et puis on va explorer ensemble les ressorts psychologiques qui ont fait qu'il se retrouve au crépuscule de sa vie en se posant ces questionnements. Justement parce que quand il vivait avec sa famille, il ne s'était jamais posé la question. Pour lui, c'est comme ça qu'un homme doit être avec sa famille. Et quand il s'est retrouvé seul, là, il revoit un peu sa vie. D'abord, j'avais dit que c'était une histoire vraie. La dame qui m'a raconté son histoire et qui était d'accord pour que je la raconte, c'est quand, effectivement, c'est quand son mari s'est retrouvé sans elle, et qu'il disait à sa famille que finalement il avait été mauvais avec elle. Et il reconnaissait plus ou moins qu'il avait avec sa famille une certaine attitude qu'il n'aurait pas dû avoir. Certes. Mais dans ce roman, c'est-à-dire c'est une histoire qui se perpétue parce qu'en 2024, je rencontre encore des filles ou des femmes qui me parlent, c'est presque ce monsieur. Comment elles vivent avec leur père ou comment elles vivent avec leur mari. Mais je me suis dit, finalement, ça continue, je pense. Oui, il y a des ressorts psychologiques qui sont redondants. Tout à fait. Tout à fait, oui. On ne se dit pas c'est une histoire ancienne. Bon, non, c'est pas de l'ancien, puisque aujourd'hui encore, il y a des hommes qui ont cette attitude. Il y a surtout aussi des couples qui se forment encore selon des considérations sordides. C'est terrible durant tout votre roman à quel point les calculs d'argent pénètrent et vicient les rapports entre les membres de la famille, qu'elle soit nucléaire ou élargie. Oui, tout à fait. Tout tourne autour de l'argent dans les couples que j'ai rencontrés, parce que cette histoire, bon, une me l'a racontée, mais j'ai pioché un peu parmi les autres femmes. Oui. On aime bien raconter nos misères, mais pas à quelqu'un qui nous connaît. Parce que quelqu'un qui nous connaît, il va peut-être raconter, oui, tu sais, une telle après tout. Ouais. Mais on aime bien raconter à quelqu'un qui ne nous connaît pas. On lance ce secret dans l'abîme, comme disait. On a le cœur est plein, on voudrait le vider, mais on ne sait pas vers qui se tourner. Mais on se dit toujours un étranger.
je vais lui raconter, il ne sait pas qui je suis. Il dira, une femme m'a raconté. Donc j'ai pris un peu et j'ai fait ce roman. Donc c'est vraiment des histoires qui ont été vécues. Et ce qui me fait de la peine, c'est qu'aujourd'hui encore, quand des filles l'ont lu, on dit, ah oui, moi, mon père, il a fait ça, moi, mon mari. Donc c'est-à-dire que c'est une histoire, j'espère qu'elle s'arrêtera un jour. Justement, mais pour s'arrêter un jour, il faut peut-être couper le fil de la transmission, parce que quand on lit le roman, on se rend compte que votre personnage reproduit Oui. en partie, au moins en partie, Oui, il perpétue en fait l'attitude de son père. Voilà, de son géniteur, mais aussi il les perpétue parce qu'il est obligé, au moins pendant une période, de vivre au sein de la famille élargie, sous la coupe du patriarche. Oui, mais il me semble, Je pense que d'après ce que j'ai entendu, Oui. pardon, Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. que l'homme ne se rend pas compte, quand il est dedans, il ne se rend pas compte qu'il est mauvais. Non, il ne se rend pas compte. Pour lui, c'est comme ça. Sa femme, ses enfants, c'est lui le chef, et il devrait se plier à ses idées, à ses comportements. Ils doivent. Et c'est après, une fois qu'il se retrouve sans les gens à qui il aurait pu faire du mal, mais pour lui, c'est pas du mal, pour lui, c'est comme ça qu'on doit se comporter. En revoyant, justement, en renvoyant son passé, il se pose la question, finalement, est-ce que je n'ai pas été mauvais avec ma femme, avec mes enfants? C'est à ce moment-là, j'aurais voulu qu'aujourd'hui, des hommes se posent la question. Et, je ne sais pas, sa fille lui dit, donne-moi 50 dinars, par exemple. Et il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il va se dire, ben, finalement, peut-être que j'ai été mauvais avec ma fille. J'aimerais que certains hommes se remettent en question. Ce n'était pas le cas d'Ismaël. Ismaël, il ne s'est pas remis en cause. C'est vrai qu'il se pose la question, mais il ne se remet pas. Parce que se remettre en cause, il faut quand même être fort. Certes. Il ne se remet pas en cause, mais il se pose la question. C'est déjà bien. D'ailleurs, pour situer un petit peu le contexte, donc Ismaël est aide comptable, il va devenir ensuite comptable, il épouse Dassine qui, elle, est enseignante, et dans un premier temps, ils sont obligés d'emménager au sein de la grande maison familiale, sous la coupe du patriarche, et c'est là déjà que commencent les mesquineries et les calculs sordides d'argent, et là on retrouve des problèmes que nous, peut-être jeunes en tant qu'issus de familles nucléaires, on n'a pas vécu, mais dont on a au moins entendu parler. Par exemple, le fait qu'au sein de la grande famille, la bru doit cuisiner seule, afin de ne plus avoir à partager. Oui. Parce que, enfin, ils ne le disent pas, mais c'est sous-entendu que le père aurait voulu qu'on lui donne ça. D'ailleurs, il l'a dit. Il aurait voulu qu'on lui donne les deux payes. Oui. Et avec les deux, c'est-à-dire que c'est lui, finalement, qui sait gérer. Oui, c'est-à-dire qu'il y a cette vision du patriarche à qui l'on doit tout et qui contrôle tout, alors même qu'il abrite un couple quand même moderne, instruit, etc. Oui, et il aimerait, alors que Ismaël aurait voulu construire sa maison. Oui. Bon, c'est sous-entendu, on ne peut pas vivre dans une pièce. Mais pour construire sa maison, il faut de l'argent. Oui. Donc, il ne peut pas remettre l'argent à son père. Voilà déjà où le problème... Il contribue quand même, il lui remet une petite contribution. Vu qu'il vit chez eux, il est logique qu'il participe quand même aux frais de la maison. Et lui et sa femme. Oui. Bon, mais c'est lui qui remet et c'est le père qui lui a dit, tu me donnes tant. Tout à fait. Finalement, le père, il trouve que ce n'est pas suffisant. Le fils n'a pas compris. Quand il lui a dit, tu vas habiller, il aurait dû donner de l'argent. Ah, ben, je te donne un peu plus, ou bien je te donne plus. C'est vrai, il n'a pas fait la relation. Il se demandait toujours pourquoi on habite. C'est vrai, comme vous dites, dans la même maison, il y a deux foyers dans la même maison. Mais il n'a pas compris que le père voulait que lui donne de l'argent. Et il se retrouve dans cette situation ubuesque où la chambre du couple devient en même temps la cuisine, devient en même temps... Et ce n'est pas le cadre le plus romantique qui soit,
pour l'épanouissement d'un couple. Voilà, d'un couple. Ça aggrave les tensions. Au contraire. Voilà, Oui. ça aggrave les tensions. Et quelque part, Dassine, l'épouse, devient le bouc émissaire de Smaïl, qui reproduit sur elle, en fait, la domination qu'on exerce sur lui. Parce que sur qui... Se défouler. Se défouler, tout à fait. Non, je suis en train de penser à une vieille dame qui disait que elle parlait avec une jeune mariée, elle lui a dit si ton mari rentre et il te bat, tu dois l'accepter parce que il a rencontré quelqu'un, il s'est disputé avec ce quelqu'un, il pouvait pas le battre, il pouvait pas, mais donc elle trouvait que c'était normal. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Oui. Il peut pas répondre à son père, mais il peut avec sa femme, il peut avec ses enfants, il peut avec sa femme, il peut pas avec les autres. C'est donc les enfants, la mère, l'épouse donc doit supporter parce que il préfère battre sa femme plutôt que battre son père. Il peut pas, Ou lui tenir tête. il peut pas faire face à son père, mais il peut sur sa femme. Il faudrait qu'on accepte cette vision de certains hommes qui importent les problèmes du dehors voilà, à l'extérieur pour se sentir bien. D'ailleurs, il a dit une fois que quand il réagit mal avec sa femme, il se sent bien, il ne sait pas pourquoi, mais comme s'il il avait accompli son devoir. Oui, il y a une horrible forme de sadisme psychologique où le personnage le dit lui-même, il dit c'est une fois que je l'ai mise en larmes que je sors satisfait et radieux. Voilà. Oui, ça on le voit encore aujourd'hui. C'est incroyable. Une fois qu'il va, c'est-à-dire que c'est le chef, c'est bon. Le but est accompli. C'est aussi, maintenant, je peux aller. Oui, c'est aussi quelqu'un il y a un cycle que vous décrivez dans ce roman, c'est que Smaïl est malheureux, donc il veut gâcher le bonheur des autres. Or, celui qu'il peut gâcher le plus facilement, c'est celui de sa femme et de ses enfants. L'épouse devient le bouc émissaire. On sent, avant même l'heure du bilan, on sent qu'il ne s'aime pas soi-même, déjà. Et donc, il est inapte au bonheur. Et s'il est inapte au bonheur, il va gâcher celui des autres. Et il va surtout blesser tous ceux qui lui veulent du bien. Oui, parce que on ne peut être heureux, normalement, en distillant ce bonheur avec ceux avec lesquels on vit. Oui. Donc, mais si lui, il n'arrive pas à être heureux, et il y a quelque chose qui lui manque, mais qu'il voit les autres sont heureux, ça lui fait de la peine. Eux sont heureux et pas lui. Résultat, il va le gâcher. Au lieu d'essayer d'être heureux, de participer au bonheur. De participer au bonheur, tout à fait, de prendre une part de ce bonheur. Oui. Non, il préfère que les autres, il est malheureux, il aimerait que les autres le soient aussi. Il ne faudrait pas que lui soit malheureux et que les autres non. Il faudrait que nous soyons tous malheureux. Oui. D'abord, il dit, il est inapte au bonheur, il n'accepte pas que sa femme, que ses enfants soient heureux. C'est à croire qu'il est rejeté par ce bonheur, alors que c'est lui qui ne veut pas accéder. On dirait que c'est lui qu'on le rejette. Résultat, vous ne voulez pas, eh bien, je vais vous gâcher votre bonheur. Et là, il est heureux. Et là, il est heureux. Oui, c'est une aigreur qui pourrit l'ensemble de ses rapports. Parce que lui, c'est vrai qu'il commande, c'est vrai, mais il est malheureux aussi. Bien sûr. Parce qu'il vit pas, sa vie de famille, il ne la vit pas comme il faudrait. Il est malheureux lui aussi. Et donc sa famille ne comprend pas son comportement. Alors que lui, au fond, il est malheureux lui également. On va explorer encore les ressorts de cette psyché que vous avez décortiqué magistralement. Cependant, si vous permettez, mesdames, on va opérer une petite coupure musicale, puisque c'est le moment de notre minute mélomane. Je vous retrouve comme d'habitude après le jingle. À tout de suite. Je vous laisse découvrir Mawtani, Palestine, et je vous retrouve tout de suite après avec mes chers invités.
interprété par un groupe palestinien. Et je retourne vers mes invités et vers Radia Gouga Rodesli, Cheikh al-Bahar, où vous faites aussi un clin d'œil à Hemingway. Vous vouliez, je crois, revenir là-dessus. Oui, tout à fait. Et ensuite, on va plonger à l'intérieur du livre. Tout à fait. Donc, le petit clin d'œil, c'est par rapport à l'écharpe jaune, oui. l'écharpe du Petit Prince. Oui. Et en fait, c'est pour, c'est non seulement un clin d'œil par rapport aux deux personnages, le vieil homme et le petit enfant. Et c'est paradoxalement ces deux personnages qui nous donnent des leçons de vie. Certes. Dans les deux, et c'est des histoires, c'est des romans mondialement, c'est des chefs-d'œuvre mondialement connus et traduits par je ne sais pas combien de langues. Rien que Le Petit Prince a été traduit en 600 langues. Et donc, ce clin d'œil, c'est l'écharpe, c'est pour faire rappeler que à l'intérieur de chacun de nous, et même en étant vieux, en étant malade, il y a une partie enfantine de chaque enfant à l'intérieur de nous, dans chaque adulte, et qu'il faudrait la réveiller de temps en temps et la préserver et la remonter en surface. Et c'est ce qui nous pousse à aller, et c'est ce qui a poussé le vieil homme à aller vers cette quête et cette quête de l'inconnu. Il est allé dans le large de l'océan, il n'était pas forcément bien préparé à cela et disposé d'un minimum dans sa barque, mais ça ne l'a pas inquiété. Il était prêt à décrocher cet inconnu et même il s'est familiarisé avec cette mer. Elle est devenue son amie, et en fait ce sont les deux personnages principaux dans le roman. C'est comme le titre l'indique, le vieil homme et la mer, Cheikh al-Bahar. Donc le vieil homme c'est le personnage principal et aussi la mer. Elle devient un personnage à part entière puisqu'il dialogue avec la mer, il parle. C'est vrai que de temps en temps, on a l'impression qu'il frôle la folie, qu'il frôle la dépression, mais il se ressaisit, il se parle à lui-même, il parle au poisson marlin qu'il a aussi approprié, il est devenu son ami par la suite, et aussi il parle à la mer. Et donc, même s'il est emporté par les flots, ça ne l'inquiète pas pour autant. Il est en totale confiance. Là où il regarde, il n'y a que l'océan, il y a de quoi devenir fou. Mais lui, il se laisse emporter, il fait confiance à la mer et ça console une partie de sa solitude. Et dans la mer, ce qui le marlin l'accroche à la mer, ce qui représente Manolin, ce que Manolin représente pour lui dans la terre. C'est-à-dire, et ce contrepoint et voilà, tout à fait. Ce parallèle. D'ailleurs, très souvent, pour beaucoup, la mer représente aussi la mer avec eux, c'est-à-dire cette étendue d'eau qui représente le retour à l'état fœtal et donc où on baigne dans le liquide amniotique. Très sincèrement, quand j'ai su votre projet sur les réseaux, j'étais un petit peu sceptique. Et puis j'ai eu le livre entre les mains durant le SILA, je l'ouvre et là je me rends compte quand même que ce n'est pas une simple traduction, parce qu'autrement, je vous avoue que leur démarche m'aurait paru un petit peu... en tout cas, j'étais un peu sceptique et je lis et je trouve كان يا مكان في قديم الزمان كان عايش عجوز وحداني بين الخليج والخجالي اللي يحضنوا شط بلاصه واسمها خليج ستريم من 84 يوم وليله ما كحل نعاس بعينه ولا فرحته بحوته في 40 اليوم الاولى كان ديما يرافقه ولد شاب يتهلا فيه ويعينه الشاب رجع كيما ضليله شاب رقيق ومشيان يحليله. Et vous soutenez ce niveau-là durant tout le texte. Donc ce n'est pas une simple traduction. Donc ce n'est pas une simple traduction, c'est une sorte de réinterprétation où j'ai pris tout le fil de l'histoire et j'ai gardé
toute l'âme de l'histoire du vieil homme et la mère, et je l'ai appropriée à nous. Elle est devenue algérienne, avec un esprit algérien, je l'ai habillée en barnos, c'est-à-dire elle est devenue algérienne. Et j'ai eu par rapport à ça des retours de lecture, quelques retours de lecture, et ils m'ont dit c'est pas possible, on a tendance à oublier carrément que ça se passe à Cuba, que c'est Santiago, que ça se passe à Cuba. On a l'impression que c'est un vieux pêcheur de Bab el-Oued, ou tellement que c'est vraiment. Et donc non seulement c'est pas une traduction comme vous l'avez si bien constaté, c'est une réinterprétation où l'esprit algérien est présent. Et dans toute l'histoire, il y a cette rime, une sorte de rime qui enchante les esprits et réduit les cœurs. Et c'est vrai que c'est cela mon style. Je suis restée fidèle à mon style, d'avoir une petite rime. C'est-à-dire, ça donne aussi la preuve que la langue algérienne, elle dispose de cette souplesse syntaxale extraordinaire et qui est très très rare. Et elle donne aussi la preuve qu'elle peut contenir les plus grands travaux de littérature mondiale. On a la preuve avec, avec le vieil homme et la mère. Et donc, elle est là, elle est capable à faire beaucoup de choses. Et donc, on doit en être fier de ça, de notre langue. Et donc, c'est un travail qui m'a demandé un petit peu de temps et d'effort, j'imagine. Voilà, puisque pour trouver aussi la rime et tout. Mais je me suis vraiment amusée à le faire, puisque je me suis mise dans la peau du vieil homme. J'ai vécu toute son aventure. Il a mal, j'ai mal. Et c'est ce que je veux inoculer aux lecteurs, qu'ils vivent réellement l'histoire. C'est un très grand plus le fait qu'elle soit écrite en langue algérienne, parce qu'elle va les cibler davantage. C'est une langue du cœur. Ils vont non seulement trouver du plaisir à découvrir l'histoire autrement, en l'appropriant à nous, en devenant algérienne, mais en plus de ça, ils vont trouver un immense plaisir à la vivre au moindre détail. Voilà. Je n'en doute pas. Vous êtes, justement, c'est une pratique à laquelle vous êtes habitué, puisque vous avez aussi fait des recueils poétiques en zajal. Qu'appelle-t-on le zajal ? Oui, donc j'ai fait 2 recueils de poésie dans le style zajal, Klam Shajarat Slam et Dal Bhar, en 2022-2023, maison d'édition Nesma. Et donc le zajal, il vient de la matrice de la poésie populaire. Il est né à la seule condition qu'il est beaucoup plus libre, et il dispose uniquement du rythme et de la rime. Et donc le zajal, mes deux recueils qui sont là, et ce sont plutôt, je dirais, d'ordre universel, et des poésies, c'est de la poésie méditative qu'on va méditer à travers ça. Et c'est un style. Donc il y a bien sûr cette rime. Et on est libre, puisque la thématique abordée dans les 2 recueils, elle est d'ordre universel, où l'unité principielle, elle incite à l'unité principielle en nous résolvant à l'essentiel et nous reconnectons à cette axialité pour transcender dans une profonde méditation et transcender dans l'univers et le cosmos. C'est un langage un peu soufi, ça. Voilà, donc ils ont un petit peu
comment dire, un petit peu mystiques, Oui. on va dire. Oui, oui. C'est des textes un petit peu mystiques. Et pourquoi donc le Zagel parce il est libre et comme la thématique le choix de mes textes, c'est vraiment c'est dans la liberté, dans cet infini inconnu à nous, donc où j'explore ces frontières et donc j'ai choisi ceci-là et c'est un plus aussi dans le patrimoine algérien. C'est un très grand plus puisque le Zagel c'est-à-dire, j'ai voulu, par cette contribution, faire connaître ce style. Et comme je suis aussi art thérapeute, j'ai fait quelques séances de thérapie en association, en faisant une sorte de fusion entre mon style, la lecture, ma lecture poétique de Zagel, avec un fond musical dans le style un peu jazz, parfois soufi, et avec mes tableaux qui sont aussi d'ordre spirituel. Et c'est vrai que le tout fait une parfaite combinaison et ça interpelle l'esprit à se lâcher, à aller vers ce moi profond et une sorte de méditation. Et donc je l'ai appelé, c'est un courant, un style que j'ai créé, et je l'ai appelé Jazz Jazz Meditation. Voilà, donc le Zagel, j'invite les lecteurs à découvrir, à se plonger et se délecter du nectar de ces vers. Littéralement dans Del Bahar et Shajara, Kalam Shajarat Salam. Avant de s'intéresser à un autre travail en contrepoint et en pendant, si vous permettez, on va opérer une petite coupure, cette fois-ci littéraire, bien que musicale aussi. Comme d'habitude, on va découvrir une partie de notre livre de chevet tout de suite après le jingle. Alors, comme d'habitude, on va continuer à explorer notre livre de chevet avec Olivier Glog, Oublier Camus, préfacé par Frederick Jameson. Et Camus nous dit justement au sujet du rapport à la terre et à la mer. Tiens, on a beaucoup glosé sur Camus et la mer par-ci, la mer par-là et le soleil. Que nous dit Glog à ce sujet? Selon Franco Cassano, le refus de la notion hegelienne de l'histoire est fondamental dans la pensée de Camus. La notion hegelienne de l'histoire selon laquelle il y a une raison dans l'histoire et que l'histoire tend vers la libération de l'homme. Pour Camus, il ne s'agit plus de ça, mais il laisse place à une sorte de vénération de la nature, du soleil et de la mer. Un vrai néopaganisme en fait, qui ne relève pas d'une théorie ou d'une explication du monde, surtout pas parce que expliquer le monde pour un colon, c'est dire d'où vient sa domination, mais se substitue directement aux religions ou aux lumières. Ce rapport à une nature idéalisée et supérieure est souvent présent dans l'œuvre de Camus, notamment dans son dernier roman inachevé, Le Premier Homme, où il dit « La Méditerranée séparait en moi deux univers, l'un où dans des espaces mesurés, les souvenirs et les noms étaient conservés, l'autre où le vent de sable effaçait les traces des hommes sur de grands espaces. » Ben oui, c'est l'effacement de l'Algérie et des Algériens, mais aussi l'avènement d'une autre échelle morale où les histoires humaines seraient insignifiantes. Ce qui permet de nier le passé des indigènes en le relativisant et d'effacer le passé récent, évidemment celui de la conquête. Dans cette conception romantique, la nature est un personnage, par exemple durant la scène du meurtre dans L'étranger. Symboliquement, cette incursion de l'arabe dans ce jardin d'Éden, la plage, réservé aux colons est un péché capital, et oui, un crime de lèse-majesté. L'autre est donc mis à mort pour avoir déstabilisé par sa présence le fantasme d'un univers fondé sur son exclusion même. À cette interprétation du texte correspond la réalité coloniale dont il est le reflet. En Algérie française, le code comportemental veut qu'un arabe s'efface devant un Européen. Oubliez Camus d'Olivier Glog, une lecture que je ne saurais vous recommander suffisamment. Une autre lecture que je vous recommande, c'est celle de Jamila Lounis Belhadj, Aurais-je été mauvais mari et mauvais père? Il y a une profonde symbolique aussi dans cet ouvrage, puisque au fur et à mesure
que la construction de la maison de Ismaïl avance, cette maison qui va lui permettre d'échapper à la coupe réglée du patriarche, au fur et à mesure que la construction s'avance, c'est le couple qui se détériore, si bien que lorsqu'ils emménagent, il y a presque un point de non-retour et il s'est installé, Ismaïl s'est installé dans cette habitude de brimer sa femme et ses enfants, au point que lorsqu'il échappe à la coupe du patriarche, lui-même est devenu ce qu'il fuyait. Il reproduit, oui, tout à fait. Et même lorsque ses enfants sont mariés, il a toujours quelque chose à dire. Même si ils sont à leur tour père et mari d'abord et père, et il voudrait quand même imposer ses vues, bien que les enfants soient mariés, adultes, disons. Il voudrait que ça continue. Et ça, il voudrait que ça. Ben, c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il pensait que ça allait aller comme ça, sa femme, sa chose, et ses enfants obéissant au doigt et à l'œil. Il pensait que la vie allait continuer comme ça. Et c'est terrible à quel point est présent dans le roman cette idée de la reproduction des tares dont on a soi-même souffert. Oui. Lorsque sa fille elle-même travaille et qu'elle reçoit son premier salaire, tout ce qu'il attend d'elle, bien sûr, il fait mine de refuser, mais tout ce qu'il attend d'elle, c'est qu'elle le lui verse. Mais même avec sa femme, il a des oursins dans la poche, comme le lui reproche un de ses frères. Oui. Voilà. Et il cherche à exploiter son salaire tout en ne faisant pas l'effort de lui donner le minimum. Oui, parce que au départ, elle lui donnait, parce qu'il construisait, c'était normal, je suppose. Oui, c'est normal, elle l'aide à faire la maison. Mais une fois que c'était fini, c'est lui d'ailleurs qui a fait qu'elle lui donnait plus, mais elle contribuait. Tout à fait. À la vie de la maison. Bon, tu veux pas me donner ta paye et je te laisse contribuer. Donc il se retire un peu et il la laisse faire. Et justement, à l'automne de sa vie, il se dit vraiment, j'étais, comme on dit en algérien, un cœur glacial. Parce qu'il a de l'argent, mais il vit... c'est après qu'il s'est aperçu que ce n'était pas un comportement finalement, ce n'était pas un comportement du chef. Il se prend pour un chef, mais finalement, un chef ne se comporte pas comme ça, avec son armée, si je puis dire, qui était sa femme et ses enfants. C'est ensuite qu'il revoit que son comportement n'était pas digne, finalement, d'un responsable. Il était le mari et le père, il était responsable de sa famille, mais il n'avait pas l'attitude d'un responsable. Et résultat des courses, comme on dit, les enfants grandissent, s'éparpillent aux quatre coins du monde, puisqu'ils s'expatrient pour poursuivre leurs études, se marient, s'installent à l'étranger, et un beau jour, son épouse Dassine reste sur place et le laisse livrer à lui-même et à son caractère exécrable. Voilà, parce que ce que j'ai vu là dans notre entourage, les gens qui se comportent comme Ismaïl ne pensent pas que l'enfant va grandir. Pour lui, il est là, il est l'enfant, mais il ne sait pas que l'enfant va grandir, il va devenir un adulte et en qualité d'adulte, il n'a plus peur de son père finalement. Que peut-il leur faire? Est-ce qu'il peut les battre? Est-ce qu'il peut ne pas les nourrir Non, il ne peut pas, c'est fini. Il y a beaucoup de pères qui ne voient pas dans son enfant un futur adulte qui pourrait lui reprocher son attitude. Il y en a qui l'ont fait. Et le père, il était outré. Comment il a pu me reprocher moi, je faisais tout pour son bien. Finalement, non. Mais le père, il a cet esprit. Et c'est vrai, c'est quand on se retrouve soit en face de soi-même, ou quand on se retrouve avec soi-même, qu'on se dit bien finalement, comment j'ai agi avec ma femme, comment j'ai agi avec ma fille ou avec mon fils, ben, finalement, est-ce que c'était le bon comportement qu'il fallait avoir? Là, on se pose des questions.
Mais ce que j'ai voulu montrer dans cet ouvrage, c'est que quand on se remet en question, bon, bien qu'il ne se remette pas, mais quand on se met à se poser des questions, il est déjà trop tard. Parce que, oui, les autres ne peuvent pas nous attendre indéfiniment. Oui, d'ailleurs, c'est fondamental, oui. l'importance de se remettre en question en temps et en heure et pas a posteriori. Voilà. C'est peut-être aussi, moi c'est une question qui me hante, c'est peut-être aussi la limite entre ceux qui reproduisent les comportements du passé et ceux au contraire qui prennent bien soin de ne pas reproduire les archaïsmes dont eux-mêmes ont souffert. C'est vrai. Et je me dis, mais où se situe la différence? C'est peut-être justement dans cette capacité d'introspection. Oui, il faut être fort quand même, je suppose. Il faut être fort pour se dire, tiens, mon père m'a brimé, moi, avec mon enfant, non, je ne vais pas le faire. Je pense qu'il faut être fort quand même. Mon père battait ma mère, et moi, je ne vais pas le faire avec mon épouse. D'ailleurs, ce genre d'homme, de Smaïl par exemple, c'est vrai que l'enfant, quand il voit que ce soit le père qui soit mauvais ou vice-versa, on est toujours du côté de celui qui est... brimé. Tout à fait, on est en qualité d'enfant, et j'aimerais bien dire en qualité d'humain déjà. On est du côté du faible. Donc quand il est mauvais avec sa femme, automatiquement ses enfants sont avec leur mère. Lui, c'est une chose qu'il n'admet pas. Alors que lui, quand il était enfant et que son père battait sa mère, il était avec sa mère. Et regardez comment ça se reproduit. Et il était enfant, il n'acceptait pas que son père batte sa mère, il était avec sa mère, il la console, etc. Mais c'est ce qui se passe avec ses enfants. Mais lui, il aurait voulu que ses enfants soient avec lui. Mais alors que, comment, hier, toi, tu étais avec ta mère quand ton père la battait. Pourquoi tu voudrais qu'aujourd'hui ton enfant soit avec toi quand tu bats sa mère? On est proche de notre mère, mon sang, mais la mère, c'est la mère, je ne sais pas. Quel que soit le comportement. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Ma mère est ma mère, même si elle me noie ». Notre mère, c'est donc il reproduit le comportement de son père avec sa famille, mais il aurait souhaité que ses enfants n'aient pas le comportement que lui avait avec sa mère. C'est incroyable l'humain, comment il est complexe. Absolument. Et là, quand même, à la fin de sa vie, bon, parce qu'il était là, il était retraité, il avait tout son temps, il n'avait pas sur qui passer ses mauvaises humeurs. Là, il se demande, alors finalement, est-ce que je n'aurais pas été mauvais avec ma femme? Est-ce que je n'aurais pas été mauvais avec mes enfants? Et comme vous dites, il aurait dû se poser ces questions bien avant qu'il ait des enfants. Dire je ne vais pas reproduire, mais je ne sais pas si on peut se contrôler. Il a une femme, il faudrait qu'elle soit à elle. Oui, c'est ça le macho finalement. Il faut qu'il commande. Et s'il ne commande pas, il se sent diminué. Il commande femme et enfant. Oui. C'est lui le père, c'est lui le chef, c'est lui le tout. En tout cas, cette complexité de la psyché humaine, vous la restituez à merveille dans ce roman. Merci. Aurais-je été mauvais mari et mauvais père de Jamila Lounis Belhadj. Merci beaucoup, ce fut un plaisir de vous avoir écouté. Plaisir partagé. Après celui encore plus grand de vous avoir lu. Et pour le mot de la fin, je me tourne vers Aladiago Garo Desli. Le temps nous manque pour explorer en profondeur votre œuvre. Cependant, est-ce que vous pouvez, pendant que notre chère réalisatrice va nous faire découvrir une partie de vos tableaux, dites-nous comment vous êtes arrivé à la peinture, très brièvement, et le rapport avec l'art-thérapie que vous pratiquez. Oui. C'est-à-dire que je suis dans cet éclectisme pragmatique, efficace et moderne en ce qui concerne l'art-thérapie et en ce qui concerne l'art, ma démarche que j'ai entrepris avec l'art. Et donc, mon art, j'utilise toujours
la peinture acrylique sur toile, et c'est dans le courant semi-abstrait avec une incursion dans le symbolique, parfois un peu du naïf, que j'ai une très bonne collection que j'ai intitulée l'âme lumineuse, c'est-à-dire que cette silhouette simulacre lunaire, ça symbolise l'âme. L'âme, et donc je m'intéresse à tout ce qui est ésotérique, l'aspect intelligible, le côté invisible de la chose. Et donc, je me suis intéressée à l'âme. L'âme dans toute sa luminosité qui va dans une ascension transcendante, explorer d'autres univers, d'autres dimensions. Et donc, elle va revenir dans un souvenir ou un rêve, déposer ce rêve sur un support matériel visible par nous tous. À savoir une toile artistique. Une toile, donc palpable et visible. Et donc ce que je fais, je vais de cette rive égotique à une rive beaucoup plus belle, beaucoup plus profonde. Et je vais de cette dimension visuelle et tangible au côté intelligible de la chose. Et donc je matérialise l'esprit et spiritualise la matière. C'est ce que je fais entre autres. Et donc mon style qui est iconoclaste, j'utilise des couleurs chatoyantes, gaies. Au-delà de son aspect extérieur et visible, il y a une dimension spirituelle profonde. Et donc, ça demande une sorte de perspicacité et une méditation afin de déceler le sens profond et la sémiotique qui se trouve dans chaque œuvre. Donc on a l'âme lumineuse. Il y a une autre spécificité de mes œuvres, c'est la clé de sol. En fait, elle symbolise la clé qui ouvre le monde. On peut pénétrer à l'intérieur de l'œuvre, de chaque œuvre. Et puisque mon inspiration est issue principalement de la nature, et tout dans la nature émane un son et une vibration, et donc c'est ça mon invitation, c'est pouvoir entendre cette douce mélodie qui se dégage des formes et des couleurs de mes tableaux, une sorte de méditation. Et c'est ce que je fais aussi en art-thérapie. J'associe, je fais une fusion entre l'art visuel et l'art sonore. Donc j'utilise parfois aussi le bol tibétain, par exemple, parce que j'aime bien ces vibrations et se mettre en harmonie avec ces vibrations. Hélas, le temps manque pour explorer plus longuement cette maîtrise théorique et la beauté pratique que vous dégagez dans votre art. Cependant, ce ne sera que partie remise. On fera une émission exclusivement dédiée à la peinture et à la théorie esthétique, puisque vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Oui. En attendant, je vous invite à découvrir Cheikh al-Bahar, la traduction magnifique d'Hemingway par Radia Goga Rodesli, ainsi que Jamil al-Unis Belhaj. Aurais-je été mauvais mari et mauvais père? Je balbutie un peu parce que moi aussi maintenant je vais commencer à me poser la question. Et je vous invite à vous la poser vous aussi, en vous souhaitant une excellente fin de soirée et en vous disant à la semaine prochaine.